Donc je vais redonner la parole, m'excusant de Manu Bulfo, pour sa présentation. Monsieur le Président, mes chers confrères, un gros merci de me réinviter à cette même académie où j'avais eu la chance, il y a déjà 2-3 ans, de venir pour vous exposer les résultats des chirurgies des tumeurs cérébrales avec une vision beaucoup plus oncologique, alors qu'aujourd'hui, le principe va être véritablement d'avoir une vision beaucoup plus fonctionnelle. De façon très simplissime, je voudrais vous montrer ce qu'on enseigne encore dans les universités à l'heure actuelle, dans les cours de neurologie ou de neurochirurgie, à savoir un cerveau qui est dirigé, séparé en différentes zones que nous connaissons tous très bien, à savoir la région dite motrice, somatosensorielle, la région de Broca ici en vert qui sert à produire le langage articulé, et la région de la compréhension en jaune dite de Wernicke pour la compréhension, que ce soit langagier ou au sens large conceptuel. Évidemment, tout ceci est très préjudiciable pour la neurochirurgie fonctionnelle, puisqu'il y a deux éléments dans cette neurochirurgie. D'une part, tenter de réparer le cerveau, mais comme nous allons le voir à la fin, avant que de réparer, il faut essayer de le comprendre. Et deuxièmement, surtout, ne pas aggraver les patients qui sont porteurs de pathologies découvertes de plus en plus tôt et avec des symptômes de plus en plus modestes, à savoir la plupart du temps de simples troubles cognitifs ou des crises d'épilepsie. Et si on s'en réfère au schéma qu'on vient juste de voir, les différentes pathologies que vous voyez ici, en l'occurrence tumeurs cérébrales, sont déclarées comme étant non opérables chez les patients qui mènent une vie normale sous traitement antiépileptique, puisque infiltrant les différentes zones dites éloquentes. On en était à une vision de la chirurgie en aire cérébrale. En fait, c'est pas du tout comme ça que fonctionne le cerveau. Il n'a jamais fonctionné en localisationnisme, mais en réseau. Et pour meilleure preuve, déjà, cette méta-analyse qu'on avait pu faire il y a quelques années avec mon maître en PhD, à savoir Bernard Mazoyer, avec qui on avait fait une revue de la littérature en imagerie fonctionnelle chez les volontaires sains. Et comme vous pouvez le voir, quand on fait des tâches, que ce soit de phonologie sémantique ou syntaxe, donc des tâches très simples de langage, il n'y a plus une région systématisée type de Broca qui sert à la production langagère qui devrait être exclusivement en bleu, et il n'y a plus non plus une région dite de Wernicke très focalisée et qui devrait être uniquement en rouge, à savoir sur le traitement sémantique. Il s'agit en fait d'une très grande variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle qui nous amène à nous poser ce type de questions. Est-ce que les corrélations anatomo-fonctionnelles telles qu'elles ont été faites en neurologie pendant des décennies sont véritablement à même de nous renseigner sur le vrai fonctionnement du système nerveux central? Je m'explique, prenons X patients, en l'occurrence 3 pour simplifier, qui sont porteurs exactement du même symptôme, en l'occurrence l'aphasie dite de Broca, l'impossibilité de produire le langage articulé. Et ces 3 patients ont des lésions cérébrales qui ne sont pas exactement localisées au même endroit. Et le principe a toujours été d'essayer de trouver la zone de chevauchement qui fait que si les 3 patients ont un point commun lorsqu'on met l'ensemble de leurs lésions dans un cerveau commun, alors on va dire cette région est la région qui participe, voire même cruciale, à la fonction donnée. Essayons de réfléchir différemment maintenant. On dit que le premier patient a eu l'aphasie dite de Broca parce que cette partie de son cerveau était lésée. Le deuxième patient parce que cette partie de son cerveau était lésée, et ainsi de suite. Et on en arrive à créer un véritable réseau où, en inversant ce concept initial, la seule zone qui n'est pas impliquée dans la fonction langagière est en fait la zone de chevauchement. Évidemment, le concept est joli, mais est-ce qu'on peut le démontrer? La réponse est oui. Nous enlevons ces régions dites cruciales pour le cerveau selon les livres d'histoire. Les patients sont testés évidemment de façon totalement objective avec des bilans neuropsychologiques qui sont réalisés de façon prolongée par des experts, et on arrive à démontrer que si on enlève la région dite de Broca en l'occurrence, le patient ne présente strictement aucun trouble et mène une vie totalement normale. En l'occurrence, il s'agit d'un directeur d'entreprise de haute volée qui a repris évidemment ses activités à plein temps. Donc toute la question est de savoir comment véritablement fonctionnent ces réseaux avant que de prétendre les neuromoduler et en arriver à une véritable neurochirurgie fonctionnelle.
Et ce qu'on a pu arriver à développer, c'est la conjonction des différents éléments dits de cartographie fonctionnelle qui, fort heureusement, maintenant existent de façon non invasive avant et après les interventions chirurgicales, en l'occurrence IRM fonctionnel ou tenseur de diffusion permettant respectivement de voir le cortex ou de voir les faisceaux d'association. Le problème, c'est que ces images nous envahissent dans la vie quotidienne, non seulement dans Sciences et Vie, dans Science tout court, mais également au bloc opératoire. Je vais vous dire un secret, ces images sont totalement fausses. En fait, c'est des modélisations biomathématiques qui font qu'en fonction du modèle que vous utilisez, vous pouvez, selon une même acquisition, en arriver à donner des résultats totalement différents. Évidemment, après, il est intéressant de dire on va tout mettre dans un neuronavigateur, l'amener au bloc opératoire et opérer selon l'imagerie. Si vous faites ça, soit vous générerez des séquelles permanentes, soit vous n'enlèverez pas véritablement la lésion et il n'y aura pas eu d'impact. Pensons à Hippocrate, d'abord être utile. C'est la raison pour laquelle, dans le cerveau, nous sommes revenus à des vieux concepts, à savoir de chirurgie éveillée, qui avait été développé au Montréal Neurological Institute il y a maintenant près d'un siècle, et où le principe, je ne vais pas détailler la méthodologie, puisque j'avais aussi la chance d'en parler devant l'Académie nationale de chirurgie, simplement de dire, si le patient est la voie finale commune, la réalité absolue, son cerveau que nous avons face à nous à l'instant T, alors on peut arriver à travers des stimulations électriques à créer de véritables lésions virtuelles transitoires. Qu'est-ce qui se passerait si on enlevait telle ou telle zone, que ce soit en surface ou en profondeur? En d'autres termes, commencer à avoir un accès à un véritable réseau cortico-sous-cortical. Évidemment, tout le problème est de définir les tâches appliquées à chaque patient, puisqu'on peut véritablement pendant 2 heures tester absolument tout au bloc opératoire. Je vous parlerai d'une tâche de théorie de l'esprit notamment. Donc toute la question, ça va être définir les tâches, donc définir la qualité de vie. Or, la qualité de vie est variable en fonction des êtres humains, en fonction de leur métier, de leur hobby. Et évidemment, par exemple, hier, nous avons testé un patient avec 4 langues différentes, ce qui ne serait pas mon cas, puisque j'en parle 1,5, à savoir un très mauvais anglais. Donc, vous voyez que les tâches ne peuvent pas être protocolisées. Toujours est-il que ceci nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement du système nerveux central, et je ne vais faire que redire ce qu'avait dit Pierre-Marie il y a déjà une centaine d'années. Broca s'était trompé. Jamais il n'y a eu une zone qui correspond spécifiquement au niveau de la pars opercularis, du gyrus frontal inférieur, du côté gauche dominant, peu importe, la région dite de Broca qui correspond au langage articulé si on se réfère au titre de l'ouvrage séminal de Paul Broca. En fait, cette région intervient dans un traitement, comme vous le voyez, phonologique, syntaxique, sémantique, qui ressemble très fort à ce qu'on a pu mettre en évidence à donc avec une autre méthode, de point de vue statistique, méta-analyse, et chez des volontaires sains, alors que là je parle d'inactivation chez un patient donné à un instant donné, où on peut voir un véritable gradient, mais en aucun cas la possibilité de bloquer le langage articulé, puisque cette région se situe en fait beaucoup plus en arrière, peu importe, dans la région qu'on appelle le cortex prémoteur ventral. Ce qui est possible pour le langage est également possible au niveau du côté droit dit non dominant, qui en fait est évidemment crucial, ne serait-ce que pour la cognition visio-spatiale, mais également toute la prosodie du langage, la perception de l'intentionnalité, donc la cognition sociale, qui est évidemment de la neurochirurgie fonctionnelle, comment permettre à un patient non seulement de réacquérir des scores optimaux sur le plan neuropsychologique, mais aussi de reprendre une vie normale, y compris sur le plan socio-professionnel. Et c'est bien pour ça que de plus en plus on s'intéresse aux fonctions exécutives, telles que par exemple la mémoire de travail, très importante pour pouvoir faire la manipulation d'informations maintenues de façon transitoire dans notre système nerveux central à l'arrivée à une prise de décision, ou le jugement plurimodal qu'on avait en l'occurrence mis au point au bloc opératoire pour au tout début en 2008 un avocat, ou bien plus récemment la théorie de l'esprit, l'empathie, et donc on arrivait à tester les comportements directement au bloc opératoire afin de retrouver non pas l'air qui correspond à cette fonction, mais bien entendu une sous-partie du réseau, une porte d'entrée, et voir les interactions entre les différents réseaux.
Si on ne s'intéresse qu'à la surface, nous n'avons aucune chance de comprendre. Le cerveau, c'est aussi toute une connectomique. C'est bien pour ça qu'on a la chance au bloc opératoire, et en particulier dans la chirurgie de l'épilepsie, dans la chirurgie oncologique, les deux étant souvent liés, de pouvoir mettre en évidence les différents faisceaux. Ici, les régions pyramidales bien connues, mais nous permettant également de voir que le mouvement, c'est de la cognition, c'est beaucoup plus complexe. En d'autres termes, si un patient est réveillé au bloc opératoire et qu'on lui demande de faire un mouvement régulièrement, cette fois-ci en stimulant certaines zones qui sont situées en avant des régions dites corticospinales primaires, le patient va accélérer son mouvement involontairement ou va le bloquer, pour autant sans résolution du tonus. Et dès qu'on arrêtera la stimulation, il va recommencer à prendre le mouvement, à la fois en coordination bimanuelle, ce qui est évidemment très important pour un pianiste par exemple. Le langage, jamais la région dite faisceau arqué n'a connecté Wernicke à Broca. Nous le savons puisque nous avons fait des dissections à la fois virtuelles en tenseur de diffusion, mais je vous ai dit que ce n'était pas la vérité absolue, mais des dissections directement au laboratoire d'anatomie. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais en fait la région dite de Wernicke est connectée au cortex prémoteur ventral et la région dite de Broca est connectée à des zones beaucoup plus impliquées dans le traitement de haut niveau dont on a parlé tout à l'heure, notamment le traitement sémantique de l'information. Tout ceci est évidemment crucial à connaître au bloc opératoire pour adapter au fur et à mesure les tests, et notamment en dehors de la voie dorsale qui intervient dans la phonologie, il existe une voie ventrale qui intervient dans le traitement sémantique de l'information verbale, mais également non verbale. Ça veut dire qu'on peut commencer à tester la conscience qu'on aime bien appeler noétique, à savoir les métacognitions, le fait de savoir ce que l'on sait et d'en avoir conscience, et on peut le bloquer, ce qui est très impressionnant au bloc opératoire, un patient étant capable de dire à un moment donné « je ne comprends plus rien à ce que vous me dites » alors qu'il est capable de parler, voire de donner le nom d'un objet, mais sans comprendre à quoi cet objet sert. Vous arrêtez la stimulation au bout de 3-4 secondes et instantanément le polytechnicien vous dit « bien entendu, je sais à quoi sert un marteau ». Il y a également une connectivité cortico-sous-corticale qui nous amènera évidemment à parler à la toute fin de neuromodulation, à savoir le cortex et les noyaux gris centraux. Je suis sûr que M. Biolac en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi. Toujours est-il qu'au bloc opératoire, on a pu mettre en évidence que si on stimulait notamment la tête du noyau codé, il y avait des problèmes cette fois-ci de contrôle cognitif, débouchant sur, par exemple, des persévérations, à savoir un des symptômes cardinaux du syndrome frontal qui n'existe pas en soi, mais qui n'est en fait qu'un syndrome de disconnexion cortico-sous-corticale. C'est pour cela qu'on en arrive à redéfinir des nouveaux schémas du langage qui sont basés cette fois-ci sur la réalité anatomique au bloc, en dissection, mais également la réalité fonctionnelle avec bilan neuropsychologique avant, pendant et après les interventions chirurgicales. Et vous pouvez voir que sur un schéma du langage, maintenant, on est forcé d'associer les notions de conscience, les notions de mémoire de travail dont j'ai parlé tout à l'heure, de fonction exécutive, de contrôle, puisqu'il ne peut pas y avoir une fonction isolément et encore moins associée à une région du cerveau. De fait, on en arrive également à mieux comprendre le fonctionnement en réseau parallèle, distribué, interactif et capable de se compenser, ce qui ouvre la porte à la véritable plasticité cérébrale que l'on aime bien utiliser dans les pathologies, notamment oncologiques. Un exemple d'un patient qu'on a opéré une première fois selon ses limites fonctionnelles, chez qui on a laissé un résidu lésionnel qui a réévolué 5 ans plus tard, mais avec dans l'intervalle une vie tout à fait normale, pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie. J'ai été très heureux d'entendre dans la communication précédente qu'il y avait des lésions ailleurs. Je vous rassure aussi, il y en a au niveau du cerveau, et la radiothérapie débouche sur des lécoencéphalopathies post-radiques qui donnent des troubles cognitifs, surtout quand le temps passe. Beaucoup plus qu'un acte qui paraît invasif tel que celui-ci, à savoir enlever une partie du système nerveux central, certes, mais compensée. Et si je reprends cet exemple, voilà l'IRM fonctionnel 5 ans avant, 5 ans après chez le même patient, avec un saut d'une activation d'un sillon, en l'occurrence précentral ou central, et vous pouvez voir l'activation de l'autre hémisphère, ce qui veut dire qu'on pourrait
à ce moment-là dire ça n'est qu'un artefact. Oui, mais c'est la même erreur chez le même patient avec 5 ans d'intervalle en utilisant le même outil. Et de toute façon, on le vérifie, on réopère le patient, et la deuxième fois, on enlève ce qu'on appelle l'encoche de la main, à savoir, selon les livres d'histoire, la sacro-sainte aire motrice primaire du membre supérieur et de la main, qui fait que le patient devrait être hémiplégique, en sachant qu'évidemment, il ne l'est pas, puisque le cerveau a compensé. Et c'est bien pour ça que si je reprends le schéma initial, où je vous avais dit que dans une vision localisationniste, le chirurgien a été condamné à dire non. En fait, dans une vision odologique, le chirurgien doit réussir à enlever les régions dites de Broca, de Wernicke, centrale et autres, avec, comme vous le voyez en l'occurrence, la première partie de la série avec 450 gliomes de Bagdad, à savoir une pathologie considérée comme étant orpheline en oncologie selon l'INCA, dans des régions inopérables et avec à l'heure actuelle moins de 0,5% de déficit permanent, évidemment bilan cognitif à la clé, suivi et 30% d'amélioration, et c'est peut-être ça qui nous amène vers la neurochirurgie oncologique fonctionnelle, à savoir nous pouvons enlever une partie du système nerveux central très impressionnante comme vous l'avez vu et avoir un patient qui va mieux après l'intervention chirurgicale quand on commence à comprendre qu'une lésion focale va perturber l'ensemble du réseau et donner des symptômes qui ne sont pas liés qu'à la localisation initiale. Et ça a commencé grâce au progrès de l'imagerie fonctionnelle qui maintenant est même capable de nous renseigner sur le fonctionnement des réseaux alors que le patient est au repos, alors que le volontaire sain, si on le souhaite, est au repos. Et ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez un graphe de connectivité avant et après intervention chirurgicale où on a fait une lobectomie frontale gauche et le patient a totalement modifié sa connectivité et d'un point de vue neuropsychologique, 3 mois plus tard, il va mieux qu'avant l'intervention chirurgicale alors que la découverte avait été fortuite. Ce qui veut donc dire qu'il a fallu un bilan neuropsychologique très chirurgical pour démontrer que le patient avait un trouble. Tout ceci n'est possible que si on maintient cette connectivité, si on coupe le câble à la fin, il est bien évident que l'électricité arrive, l'ampoule fonctionne, mais si on coupe entre les deux, il n'y aura pas de lumière. Et c'est ça, enfin, qu'on vient de commencer à comprendre, ce qu'on a appelé le cerveau minimal commun, c'est qu'à la limite, la connectomie, que les fibres blanches sont plus importantes que la surface qui, isolément, n'a aucune valeur. D'où des résections qui sont faites d'un point de vue fonctionnel, et que ce soit en épilepsie, en oncologie, selon des limites éloquentes, corticales et sous-corticales. Je ne montrerai qu'une seule diapositive oncologique, mais tout de même, la médiane de survie de ce type de patient, il y a 20 ans, était de 5 ans. Elle est maintenant de 15 ans. Nous avons plus que doublé la médiane de survie sans aggraver les patients, sauf évidemment 0,5%. Le risque zéro n'existe jamais. Donc la conclusion, en fait, avant que de montrer 2 dernières diapositives de perspective, c'est que pour opérer le cerveau et prétendre le neuromoduler et prétendre enlever des lésions cérébrales et prétendre le réparer, il faudrait qu'on en revienne à la base, comment fonctionne le système nerveux central de l'homme. Et ce qui est écrit, je m'insiste dans les livres, est faux. Et d'un seul coup, si on en est persuadé qu'on puisse le vérifier au bloc opératoire, il y a un véritable horizon qui s'ouvre face à nous, et surtout vis-à-vis des patients. Et c'est là où, au-delà de la neuro-oncologie et de la chirurgie de l'épilepsie, encore une fois, je suis sûr que M. Biolin va le développer beaucoup mieux que moi, on peut commencer à neuromoduler différentes cibles, et en fait, souvent, dans les articles, on entend parler de cibles, par exemple pour la chirurgie de la douleur, au niveau du tronc cérébral, au niveau des mouvements anormaux, maladie de Parkinson, avec la noyau subthalamique, et depuis maintenant 20 ans, notamment avec les travaux princeps d'Aleloui Benhamid à Grenoble, dans la dystonie, notamment le gyrus pallidus, le globus pallidus interne, avec les travaux de Philippe Poub à Montpellier, le tremblement essentiel, la psychochirurgie en termes de dépression ou de TOC, où on est en train de chercher le noyau accumbens en fonction des différentes écoles. On va aller stimuler plutôt le bras antérieur de la capsule interne, voire même stimulation péritrigonale, en se disant est-il possible d'améliorer la mémoire, ou au moins de la maintenir pendant un certain temps dans la maladie d'Alzheimer. Ma question de fond, c'est: a-t-on véritablement raison de parler de cible, ou ne faudrait-il pas plus parler de réseau et de porte d'entrée, ce qui peut être d'ailleurs, si on allait vers la restauration fonctionnelle et l'interface homme-machine dont j'ai entendu parler pendant la première communication, je sais bien que le problème c'est le traitement du signal parce que vous n'avez pas assez d'informations.
Mais je pense que c'est notre faute, neurochirurgiens, parce qu'on vous en donne peu à travers une porte d'entrée. Maintenant, si on commence à rêver de différentes électrodes à différents endroits d'un réseau qu'on a commencé à connaître, que ce soit pour la motricité ou le langage, alors vous allez pouvoir commencer à véritablement neuromoduler vous-même sur la base de ce qui vous aura été donné en temps réel et probablement d'arriver à mieux contrôler les différents exosquelettes ou plus rêvons les robots qui nous remplaceront peut-être un jour. Je vous remercie. Je remercie Dufaux pour la qualité de son exposé qu'on commence à bien connaître. Je parle de la qualité. Y a-t-il des questions? Jacques Audieux. Moi, je suis toujours aussi séduit. C'est la troisième ou quatrième fois que je vous entends. C'était la première fois, c'était à l'ICAC, lorsque vous avez reçu le Grand Prix. J'ai une question. Je commence à comprendre cette anatomie dans laquelle j'avais rien compris, et qui est cette anatomie fonctionnelle que vous découvrez en somme opératoirement par vos stimulations et avec l'aide, vous avez expliqué tout à l'heure, d'une phoniatre qui vous aide certainement au décours d'intervention. Alors, comment vous pouvez prévoir avant l'intervention le geste que vous allez faire et en somme garantir le résultat au malade? Autrement dit, comment avant l'intervention, puisque vous allez que le découvrir en opératoire et que nous sommes tous différents les uns des autres, quelle information allez-vous crédible, allez-vous pouvoir donner au malade avant l'intervention? La solution est malheureusement notre limitation, à savoir le cerveau minimal commun. On a fini il y a quelques années par pouler l'ensemble des résultats où on avait laissé de la tumeur au sein même du système nerveux central parce qu'on avait été bloqué en opératoire et que le but c'est d'abord de ne pas nuire si on ne peut pas guérir, tout en étant utile. Et qu'on s'est aperçu qu'on reconstituait littéralement, malgré la variabilité anatomo-fonctionnelle interindividuelle, une sorte de squelette cérébral qui, lui, était commun d'un patient à l'autre, d'un individu à l'autre. Ce qui veut donc dire que comme cette tumeur, si on parle vraiment d'aspect oncologique maintenant, adore migrer le long des voies blanches de cette connectomique, on sait dès la phase préopératoire en simple consultation, je peux donner un chiffre, je peux enlever 80, 85, 90, 95% aux patients qui a maintenant plus de 90% de fiabilité. Le fait d'être au bloc opératoire ne servant in fine qu'à valider et à être santé en temps réel afin de réduire encore plus le risque, mais pas tant de découvrir au fur et à mesure, sauf si on rajoute de nouvelles fonctions, ce qu'on commence à faire avec la théorie de l'esprit, l'empathie, puisqu'il arrive avec les découvertes fortuites que certains patients viennent nous voir en disant « on vient de me découvrir une tumeur alors que je n'avais aucun symptôme, céphalée qui n'avait aucun rapport au traumatisme crânien bénin ». Je fais tel métier. Il y a peu de temps, j'ai eu l'exemple d'une juriste qui est venue me voir et qui m'a dit j'aimerais que vous me réveilliez de façon à enlever la tumeur maintenant, mais j'aimerais également des tests non seulement de cognition, mais d'empathie et de mentalisation afin de me permettre de pouvoir continuer à exercer mes activités après l'intervention chirurgicale. Et à partir de là, oui, j'ai dû reconnaître que nous avions une limite, que nous allions le faire au bloc opératoire, mais sans garantie aucune par rapport à éviter une aphasie multigène. D'autres questions avant de donner la parole à M. Biulac? Oui, pardon. Oui. C'est Jean-Jacques Pauvre. Oui, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que c'est absolument remarquable. Et la question que je me posais en vous écoutant, c'est est-ce que vous avez essayé de comparer cette connectomie, cette vision du malade avec ce qui a été décrit déjà de fort longtemps par Mesulam, avec ces aires primaires, ces aires associatives primaires, secondaires, et puis ces aires interfonctionnelles. Et est-ce que, en plus, bien entendu, s'y associe la plasticité cérébrale qu'on connaît actuellement maintenant? La question que je me pose, c'est est-ce que lorsque vous avez un gliome de Magrane qui est situé dans une aire primaire, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir l'enlever jusqu'à un certain point, si vous voulez, jusqu'à une aire associative, puis peut-être éventuellement une aire associative interfonctionnelle. Et puis, est-ce que, par
parfois, cela va même jusqu'à une aire primaire d'un autre type. Par exemple, est-ce qu'une aire motrice, si vous voulez, peut passer jusqu'à une aire auditive, peut passer jusqu'à une aire visuelle? Vous voyez ce que je veux dire? Pour répondre dans l'ordre à votre question, oui, nous avons discuté directement avec Marcel Mézulin, puisque le livre que vous avez vu, il en a fait la préface. Donc ça veut dire qu'on est véritablement dans le même état d'esprit. Deuxièmement, que si lui parlait d'air primaire, secondaire, tertiaire, maintenant on préfère parler de réseau primaire, secondaire, tertiaire, ce qui amène à répondre à la dernière partie de votre question. Oui, on peut voir un certain nombre de déplacements, notamment quand on réopère les patients, et ça c'est une chance énorme évidemment dans ce type de pathologie chronique. Jamais au point d'avoir une modification aussi substantielle qui fait que l'aire motrice primaire se retrouverait au gyrus de Heschel dans la région de l'audition. Et par contre, en partant plus du principe qu'en ce qui concerne les entrées et les sorties, donc les zones plus primaires, il y a des redondances qui font que loco-régionalement, il y a des compensations que l'on voit véritablement se démasquer d'année à l'année, mais parfois même de minute en minute au bloc opératoire. Mais qu'en ce qui concerne les réseaux davantage intégrés, plurimodaux, associatifs, alors là, il est beaucoup plus simple de réaliser des exercices larges, tels que la lobectomie frontale gauche, j'ai montré tout à l'heure, et qui préservait le gyrus précentral, mais avec un prix à payer parce que les réseaux sont plus distribués, donc on pense, c'est le temps de réaction. Et de plus en plus, notre problème n'est pas tant de regarder les scores en neuropsychologie, mais de regarder la chronométrie exactement, qui fait que la plupart des patients peuvent se plaindre d'une chose, la fatigue, parce qu'ils compensent dans la vie de tous les jours à travers une majoration de leur attention pour pouvoir contrôler en permanence ce qui aurait dû être automatisé si on n'avait pas enlevé un lobe frontal gauche, par exemple. Merci beaucoup Dufaux pour la qualité de cette exposition.